Voilà qui installe à présent les journalistes pour leurs différentes analyses des actualités de cette semaine-ci. Je vous les présente. Je suis avec Hugues Hector Zogo, qui est le directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonjour. Bonjour Angèle. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Arnaud Doumaou de La Nation, bonjour. Bonjour. Vous allez bien aussi? Très bien, je vous Nous serons rejoints par Armand Dano, qui lui est journaliste à Bénin Intelligent. Premier sujet, c'est celui-là, cette injonction de la Cour constitutionnelle pour injonction faite évidemment à l'Assemblée nationale pour la révision du code électoral avant qu'on aille aux élections générales. Vous avez tous lu la décision. Hugues Zogo, qu'en avez-vous pensé? Ça démontre tout de suite que les institutions de la République fonctionnent normalement. Quand vous voyez la Cour constitutionnelle au regard des préparatifs pour les élections générales de 2026, qui commencent par prendre leurs dispositions, c'est pour permettre bien évidemment à notre pays de pouvoir se retrouver dans un environnement de quiétude totale, dans un environnement de paix, et que les élections puissent se passer sans heurts. Et donc, cette décision prise par la Cour constitutionnelle pour demander à ce que les honorables députés à l'Assemblée nationale, en l'occurrence ceux de la 9e mandature, puissent revoir le code électoral, je trouve que c'est sans aucun doute parce qu'ils ont trouvé à un moment donné qu'il aurait eu une sorte d'injustice si tous les maires n'arrivaient pas à se retrouver au même pied d'égalité en ce qui concerne le parrainage à accorder aux candidats présidentiels. Donc pour moi, c'est une très belle démarche que la Cour constitutionnelle commence déjà par jouer aujourd'hui sa partition. Ça permet à ce que chaque entité qui doit pouvoir se retrouver dans le cadre de ces élections puisse savoir que 2026 se prépare très bien. Aussi, ça ne donne pas raison à toutes ces critiques faites à la 8e législature, révision nocturne. Il faut qu'on arrête à un moment donné avec ces genres de critiques qui ne permettent pas à notre nation d'avancer. Seul celui qui ne pose pas des actes ne commet d'erreur. Voyez-vous, la 8e législature, c'est vrai, dans le contexte que nous savons tous, on ne va pas ressasser les faits ici, mais toujours est-il qu'à un moment donné, ils ont voté un code électoral qui nous a permis de nous retrouver pour les élections. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à certains articles. Et la Cour constitutionnelle a pris la décision qui s'impose, et donc avançons. Pour un test justement qui a passé le contrôle de constitutionnalité. La Cour, justement, n'a pas manqué de demander aux parlementaires. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire simplement qu'il faut oublier le passé. Justement, il faut un appel à la responsabilité des députés. Le vote d'un test de loi n'est pas un jeu. Donc, dans sa décision, à travers donc, ces observations, la Cour a donc invité donc, les parlementaires désormais donc, à faire plus attention parce que les lois doivent être un peu plus claires. Les lois ne doivent pas donc susciter autant de polémiques et manquer autant de clairvoyance, et notamment vis-à-vis quand même des citoyens. Donc, vous voyez, donc, ça revient souvent. Ça revient souvent, vous l'observez pour tout observateur de l'actualité politique chez nous, que parfois les députés s'en remettent à la Sénat pour la compréhension d'une telle disposition de loi. Ouais, donc c'est des faits que nous ne pouvons pas passer sous silence, c'est des faits qu'il faut relever, c'est des faits qu'il faut dénoncer, c'est des faits qu'il faut souligner, et c'est des faits qu'il faut mettre au devant de l'actualité pour dire aux députés, lorsque vous voulez voter des textes de loi, prenez le temps nécessaire. Il ne s'agit pas, je ne sais pas s'il y avait une urgence, il ne s'agit pas d'aller à la va-vite. Et vous vous en doutez, nous avons une commission des lois au Parlement. Et donc d'abord, lorsque vous avez un projet de loi ou une proposition de loi, parce que lorsque c'est le projet de loi d'initiative de l'exécutif et la proposition de loi d'initiative du Parlement, lorsque vous avez un projet, une proposition de loi, ça passe d'abord le cap de la commission des lois. Donc, la première étape, avant de venir à la plénière. Et donc, ça suppose que nous avons
donc un premier filtre d'abord par rapport à ce projet ou à cette proposition de loi. Ensuite, lorsque nous venons au niveau de la plénière, les députés, ils sont payés pour cela. Donc, il faut faire en sorte que, désormais, lorsque nous avons des lois, on peut avoir des lois et à l'épreuve du temps, se rendre compte que il nous manquait ceci, il nous manquait cela. Mais dans notre pays, ça devient récurrent, le fait qu'on vote des lois au Parlement et qu'on revienne à chaque fois pour trouver que vraiment, il y a des erreurs, on n'avait pas pensé à ci, on n'avait pas pensé à ça. Donc, la Cour n'a pas manqué de souligner cela et je trouve que c'est important. Cela dit, lorsque nous prenons également la décision de faire qui fait injonction au Parlement de non-relecture de certaines dispositions du Code électoral, je crois que la Cour a voulu donc faire rétablir une sorte de légalité comme elle a souligné dans sa décision, puisque vous aurez donc pour les députés au Parlement, en tout cas pour la mandature actuelle, c'est déjà clair, la Cour a clarifié, puisque certains te demandaient déjà, mais est-ce que ce sont ces députés qui vont parrainer le candidat, les présidentiables, ou d'autres, les députés de la prochaine législature? Donc la Cour a levé donc l'équivoque, a dit, voilà, ce sont les députés actuels qui vont parrainer. Et pour le cas des maires, certains maires seront déjà siéger seront peut-être déjà à leur poste, d'autres ne seront pas encore élus. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? En principe, de mon point de vue, lorsqu'on n'a pas encore installé un nouveau maire, le mandat de celui qui est la Cour toujours. Mais si la Cour estime que pour une sorte de justice, pour une sorte d'équité, pour une sorte d'égalité, il faut quand même que ce ne soit pas certains maires déjà élus d'une autre mandature qui puissent parrainer et d'autres de l'ancienne mandature qui parrainent. Donc il faut équilibrer les choses. Je crois que la Cour est dans son rôle. La Cour est dans son rôle. Et il revient donc aux députés donc, de retoucher donc, la disposition concernés. Pour décider finalement de qui va parrainer. Si c'est le nouveau ou l'ancien, là, ce sera... Ils peuvent décider que... En tout cas, ils peuvent décider, effectivement, ils peuvent se dire, mais effectivement, ceux qui sont là, les maires actuels... font avant de partir. Avant de partir, ou carrément, on attend, ou on accélère, on donne une disposition transitoire. Parce que vous avez vu, même lorsqu'on avait voté la Constitution, il y a eu des dispositions transitoires. Pour dire, par exemple, lorsque il s'est agi de la dernière législature, on a écouté le mandat des députés actuels. Ça fait partie des dispositions transitoires. Sinon, ils ne feront pas 3 ans de mandat. Nous avons prolongé le mandat des maires en fonction actuellement. Donc, c'est pas interdit qu'on puisse prévoir peut-être des dispositions transitoires lorsqu'il sera question de retoucher donc la loi, le code électoral, sans besoin forcément d'aller toucher façon la Constitution. Ça dépend de ce qu'aurait décidé donc les députés au Parlement. Armand Danou, bonjour. Bonjour Angèle. Vous parlez dans votre micro. Bonjour Alors, Angèle. vous nous avez rejoint, nous avons démarré sur le sujet concernant la révision du code électoral et de deux pour ce texte de loi. Oui, bien évidemment, le 4 janvier passé, il y a eu cette décision de la Cour constitutionnelle qui est tombée et qui demande, qui fait injonction aux députés de pouvoir rétablir l'égalité, puisque lorsque vous prenez les tests tels que c'est aujourd'hui, il y a une disproportionnalité qui se pose, surtout au niveau du parrainage, concernant les maires et les maires installés après et puis installés, tout ça. Il faudrait qu'il y ait une concordance, une équitabilité entre les personnes, les maires. Donc la décision de la Cour est tombée et je pense que les maires, les députés ont du pain sur la planche. Maintenant, c'est à eux de mettre en jeu leur réflexion, leur jeu, afin que l'équitabilité soit bien établie pour éviter les soucis en 2026. Moi, je pense que cette décision, elle est bien tombée, elle est la bienvenue. Il faut éviter les problèmes, il faut écarter les problèmes avant le jour, c'est-à-dire l'année électorale, puisque l'année électorale, c'est 2026. Et il faut débrayer le chemin et préparer les choses afin que tout se passe normalement. Et là, je m'en vais dire, si la Cour revient sur une telle décision et demande aux
député au Parlement de revoir sa copie et de voir comment ajuster les choses. Cela sous-tend qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire également. C'est-à-dire à travers l'adoption du code électoral en 2019. Certainement, il doit encore avoir des choses à revoir. Donc, c'est tout heureux. C'est tout heureux que cette Cour demande au Parlement de revoir sa copie et d'essayer de mettre d'égalité entre les élus, parce que vraiment, il y aura, selon tel que c'est prévu dans la Constitution, il y aura certains maires qui vont parrainer, il y aura d'autres qui seront encore en service, parce que c'est du 1er février au 15 février 2026. Entre le 1er et le 5, qui est la date limite de dépôt des candidatures pour les présidentielles de 2026, il y aura d'autres maires qui seront encore en fonction. Donc, il faut forcément que les choses soient établies. La balle est maintenant dans le camp des députés et des techniciens, les techniciens de la loi, parce qu'il faudrait que les députés, à un moment donné, lorsqu'ils estiment qu'ils sont en difficulté, qu'ils fassent appel aux techniciens de la loi afin qu'on n'assiste plus, à nous on l'a souligné tout à l'heure, qu'on n'assiste plus à ces genres de relecture. On dirait que ça va vite, ça n'a qu'à passer, on verra bien la suite. Or, les lois doivent être établies dans le temps et éviter les quiproquos à des moments donnés. Si on va toujours faire des relectures, revenir, corriger, tout et tout, c'est pas du tout bien. Donc cette fois-ci, il faudrait que ils mettent en jeu leur capacité intellectuelle et véritablement penser à la nation, puisque la gestion dit que la gestion est continuelle, c'est de façon perpétuelle dans le temps. Il faudrait que les choses soient faites pour ne pas faire des fâchés. Vous parlez des techniciens, mais les techniciens étaient là quand le test était adopté en 2019. Mais cette fois-ci, si les techniciens étaient là, maintenant, si la Cour a demandé une relecture, ça veut dire qu'en son temps, les techniciens n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas véritablement consulté les techniciens ou soit. Comment ça peut échapper à des législateurs? Un problème aussi majeur. Et la perfection n'est pas de ce monde. Oh, ça c'est trop vite dit, hein, bon. Non, mais la perfection n'est pas... On peut toutefois, des choses peuvent nous échapper à des moments donnés. À la conception de telle ou loi, il y aurait des aspects qui peuvent nous échapper. Cette fois-ci, bon, on estime que ça leur... 81 députés. Ça peut leur échapper. D'accord. Bien sûr, ça peut leur échapper. Et on dit, il y a certains commentaires qui font état de ce que c'est tellement extraordinaire que ce soit un citoyen, Kodjo Berho, là, qui aurait soulevé le sujet et attiré l'attention aussi bien du Parlement, de la présidence et autres institutions. C'est curieux, mais ordinaire. Non, mais un citoyen ordinaire. Non, mais il faudrait aussi dire que la Sénat avait déjà relevé ses insuffisances lors de son atelier, et les avait invités. Le rapport général après les élections. Justement. Donc, si ça arrive cette fois-ci, je pense que c'est une occasion à saisir pour corriger le tir. Voilà, une consultation large cette fois-ci. Vu qu'on a le temps, nous sommes encore en 2026, c'est suffisamment loin pour qu'on fasse une consultation assez large pour rendre tout au moins ce test perfectible. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Hein. On se retrouve dans un champ politique. Et il faut avoir le courage de reconnaître qu'aujourd'hui, que ce soit les maires actuels ou les députés actuels, tous ne sont forcément plus dans la démarche de leur parti. Et donc, à des moments donnés, les partis politiques aussi continuent la réflexion pour avoir une mainmise sur leurs députés à l'Assemblée nationale ou sur les différents maires. Et donc, si on fait le point, on se rend compte que la quasi-totalité des maires actuels ne sont pas en mesure d'accorder le parrainage au présidentiel que l'on souhaite. C'est tout à fait normal que l'on rebondisse sur des questions qui auraient constitué de vide juridique à la limite et que la Cour constitutionnelle aurait interprété d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez aujourd'hui comment est-ce que l'opposition se positionne sur le terrain et l'opposition ne se laisse plus aller. Et donc, on se dit, autant vider la question, mais en voulant la vider,
il y a toujours le risque. Le risque, c'est est-ce que l'opposition et la mouvance parviendront réellement à trouver des compromissions, et à partir des compromissions, quelle serait la suite? Donc moi, je ne fais ni foi à l'opposition ni à la mouvance. Quand ils vont trouver la formule idéale en termes de compromission, vous verrez que tout ce qu'on dit là, ça passerait comme de l'eau jetée au dos du canard. Donc, ce qui se fait là, c'est vrai, la Cour constitutionnelle en tant qu'institution de la République a pris une décision assez salutaire pour préserver la paix à notre pays. Mais pour moi, c'est plus qu'un jeu politique. D'accord. Ouais. Et là maintenant, on peut dire tout au moins que ce n'est pas une vanne ouverte pour une révision constitutionnelle. Tel que les termes ont été précisés par la décision de la Cour constitutionnelle, ça écarte, c'est une question. Non, c'est pas évident. C'est pas évident que ça écarte la révision de la Constitution. Vous avez d'ailleurs, écoutez, suivez un peu le porte-parole du gouvernement. Il a fait de la communication. Il dit pour l'heure, ce n'est pas... En fait, moi je parle de la révision du code qui impliquerait... C'est une question. Est-ce que cela implique une révision de la Constitution? Je ne suis pas encore à la révision de la Constitution, à la polémique sur la... Je suis entièrement d'accord qu'on n'est pas encore à la polémique. Mais je vous dis, tel que ça se passe là, si le moment arrive et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas prendre part une ouverture directe pour dire allons à la révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle reviendra encore au chapitre pour vous dire, puisque nous sommes passés à la révision du code électoral, il y a un certain nombre de choses dans la Constitution qu'il faille forcément revoir. Et donc, vous verrez la conséquence. Bon, ça, c'est une analyse presque comme procès d'intention. Oui, Arnaud Doumao. Je dirais plutôt que lorsque vous voyez les mêmes députés, on a vu déjà dans le cadre des dernières élections communales, en plein processus d'installation des maires, on a laissé, il y a des maires qui ont été élus par les pairs et les partis ont donc imposé certains maires. Vous voyez, en plein processus, on a arrêté d'abord, on est reparti au Parlement pour sortir une formule chimique de loi interprétative pour revenir maintenant pour imposer certains maires. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons des maires élus par leur père et des maires imposés par les partis politiques. Pour vous dire, c'est pour ça que nous étions en train d'insister au début de cette émission sur la question de la responsabilité des députés en matière de légifération, en matière de loi. Il ne s'agit pas de s'amuser, d'aller à la va-vite, d'exposer les tares des parlementaires aux yeux de l'opinion publique. Ce n'est pas normal pour le prestige de l'institution. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'il disait que ça revient fréquemment. Aujourd'hui, nous serons donc confrontés, heureusement qu'il y a cette décision de la Cour constitutionnelle. Sinon, en février, nous serons confrontés pratiquement à la même situation. Nous aurons donc des maires qui pourraient être déjà installés, les nouveaux, qui pourront donc parrainer des candidats à la présidentielle, et des anciens qui ne seraient pas encore installés, qui auront toujours le droit donc de parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Voilà ce que le Parlement béninois offre comme image en matière d'élaboration, de conception de législature. Ce n'est pas normal. On peut revenir, je suis d'accord, l'erreur, Aman le disait, l'erreur humaine, on peut arriver et constater qu'après quelques années, qu'il y a des erreurs dans tel test et autres, mais il ne faut pas que ça se répète, que ça devienne, qu'on appelle, oui, que ça devienne habitude, non, ça doit être une exception. Vous voyez, mais voilà comment le Parlement fonctionne aujourd'hui et on ne peut pas en être fier. Vous voyez, heureusement que la Cour, la 17 déjà intervenue. Sinon, vous voyez, vous verrez que le jeu politique va se faire entre le 1er et le 5. Si on estime, par exemple, que le pouvoir a la majorité peut-être dans telle commune ou dans telle autre, on va se dépêcher d'installer certains maires parce qu'on estime qu'avec ces maires-là, on peut avoir rapidement le parrainage. Et il y a d'autres maires, on va retarder exprès leur installation. Je dis, c'est le jeu politique. Et on va se comprendre parce que nous sommes sur le terrain politique. On va retarder exprès leur installation. Et après, on va dire, bon, seul
ceux qui sont installés sont en mesure de parrainer. Vous voyez, mais aujourd'hui, la Cour parle d'égalité. Ça suppose que la Cour, déjà, Hugues le disait, a voulu prévenir la chose, ce genre de situation. La Cour a voulu promouvoir la paix, a voulu quand même que n'assistons pas à ces gens de situations qui pourraient semer des troubles. Parce que certains peuvent se dire, mais pourquoi on n'installe pas notre maire alors que nous avons besoin? Et pourquoi vous installez? Donc, vous voyez ce que cela peut engendrer comme situation. Et pourquoi? Parce que, en amont, des parlementaires n'ont pas assumé leur rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, fort heureusement, la Cour dit, non, on s'entend, soit vous entendez, vous dites que soit ce sont les anciens qui le font, soit c'est les nouveaux qui le font. Mais je dis encore, dans cette situation, au Parlement, on peut se dire, nous pouvons voir une disposition transitoire, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, pour voir dans quelle mesure on dit, puisque certains ne sont pas encore installés, est-ce que ceux qui sont là peuvent toujours parrainer, ou nous allons directement dans le sens de la Cour constitutionnelle pour dire, entendons-nous, ce sont les maires actuels, entendons-nous, entre le 1er et le 5, nous faisons tout pour installer tous les maires. Et là, il y aura véritablement le respect donc de la légalité, le souci d'équité de la Cour qui serait donc manifesté, en tout cas exprimé, et donc à travers la loi qui sera, le code électoral qui sera retouché. Maintenant, voilà, vous vous posez une question de savoir est-ce qu'on peut saisir cette opportunité, par exemple, pour bon, voilà, la Constitution, on va encore retoucher un peu la Constitution. Bon, la question, je l'ai bien posée quand même. J'ai dit, ça, ce n'est pas une vanne ouverte, parce que la décision de la Cour, elle a été claire. Elle a été claire. La Cour dit de retoucher. Ce sont des articles du Code qu'il faudrait rendre conformes à l'article 49, je pense, de la Constitution, pas le contraire. En tout cas, vous n'êtes pas au Parlement. Nous ne sommes pas au Parlement d'ailleurs, et puis c'est une question purement politique. Les députés peuvent estimer que, bon, nous avons dit ici, on saisit cette opportunité, Armand le disait, on saisit cette opportunité pour corriger d'autres imperfections de la loi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces éléments soulevés par peut-être qu'il reste encore d'autres imperfections de la loi. Et donc, en voulant corriger d'autres imperfections de la loi, le Parlement se rend compte que, bon, il est nécessaire d'aller donc taper à la porte fétiche de notre fétiche là, et puis bon, la suite s'en suivra. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. La décision de la Cour constitutionnelle ne devrait pas, de façon automatique, systématique, donner lieu à un recours à une révision constitutionnelle. Oui, sur ce sujet, cette semaine, on a eu droit à la réaction du gouvernement par rapport à cette polémique, justement, de révision de la Constitution. Vous pensez que le sujet, la polémique, le débat est clos là-dessus, sur cette révision de la Constitution ventillée dans l'opinion? On ne saurait, Angèle, on ne saurait dire que le débat ou bien la polémique est rangée. On ne saurait le dire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il y a une veille qui ne dit pas non, qui est en cours sur l'ensemble du territoire, dans tous les états-majors, chacun se surveille, surtout avec cette déclaration du président Boni Yahi depuis sa maison par rapport à un troisième mandat ou troisième mandat déguisé. Donc, depuis ce temps, il y a cette veille permanente qui est en place. Et il y a eu la réaction du gouvernement à travers, par le biais du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a donné sa position et je pense que on ne peut qu'en tenir à ce que le porte-parole a dit. Maintenant, si après ça, ou soit en dessous, il y a des jeux politiques, des tractations en cours et que, en tout cas, sur le territoire, aujourd'hui, il y a une veille permanente dans tous les états-majors. Et vous posiez la question à Hugues et puis à Arnaud tout à l'heure, est-ce que cette décision de la Cour impliquerait la révision de la Constitution? En amont, on dira non, puisqu'il s'agit d'une loi et les députés, le Parlement a l'obligation de voter les lois conformément à la Constitution, en respectant les dispositions de la Constitution. Donc, le devoir, il revient aux parlementaires de se conformer
à la Constitution, c'est-à-dire à la date du 5 février prochain, 2026. Il y a deux dates, en fait. Il y a le 5 février 2026 et puis il y a le 12 avril 2026, c'est-à-dire la date limite du dépôt des candidatures. Et puis, le premier tour des présidentielles de 2026, c'est-à-dire le 12 avril. Donc, ils doivent tenir compte de ces deux dates afin de voir le réagissement approprié apporté. Donc, du coup, aller directement à la révision de la Constitution, il peut toutefois avoir, selon les analyses, et on est sur le terrain politique, les acteurs politiques, ils ont toujours des cartouches à côté. Il peut toutefois arriver qu'ils décident de sauter, je dis des choses, hein, de sauter le verrou de la date du 5 février 2026, ils peuvent sauter et chercher à rallonger. Et en voulant rallonger, ils jouent également sur la date du 12 avril. Et là, ça veut dire que le premier tour ne se tiendra plus en ce moment à la date 12. Là, on parlera de la révision de la Constitution. Ou soit, carrément, la loi, ce que demande la Cour constitutionnelle, ils essayent, d'une manière ou d'une autre, à écouter les mandats des maires et des députés. Le mandat des députés est écouté. Ils peuvent également chercher à écouter. Et là, on parlera encore de la révision de la Constitution. Donc, aujourd'hui, on attend bien de voir comment le Parlement arrivera à gérer cette injonction de la Cour constitutionnelle. On attend bien de voir comment ils vont gérer ça, puisque d'un cas à l'autre, ça craint. Ça craint dans la mesure où est-ce qu'ils diront que les préfets seront disposés du 1er février 2026 au 5 février 2026 à installer les 77 maires? Bon, je ne sais pas comment ils vont gérer, mais ils auront le mécanisme nécessaire. C'est faisable, hein? Bien sûr. Bien faisable. Donc, les préfets auront du pain sous la planche, c'est-à-dire ils sauront que du 1er au 5, ils doivent installer les 77, mais d'autant plus que ce sont les partis qui donnent des listes, donc du coup, ça peut passer. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc, je pense qu'on attend bien de voir ce que ça va donner. Comment les députés vont, oui, Arnaud. Oui, je voulais compléter. Dans la pratique également, vous savez que lorsque vous déposez les dossiers à la Sénat, il faut disposer de 72 heures. Les gens ont déposé des dossiers sous réserve donc d'apporter certaines pièces. Donc ça veut dire que c'est vrai que nous avons la date du 5, mais lorsque vous déposez par exemple, et vous êtes un candidat à une élection présidentielle, il vous manque un certain parrainage. Vous avez 3 jours pour compléter. Vous avez 3 jours. Donc ça veut dire qu'on va déjà au 8. On va déjà au 8. Vous avez 3 jours donc pour ramener donc cette fiche de parrainage à la Sénat. Donc en réalité, c'est une question de bonne foi. C'est une question de bonne foi. Si nous avons la volonté d'installer tous les maires dans cet intervalle entre le 1er et le 5 ou entre le 1er et le 8 au maximum au matin, je crois que nous sommes en mesure de tenir dans ce délai-là. Mais c'est une question de bonne foi et c'est une question purement politique. Alors, faisons ce débat sur la révision de la Constitution très rapidement. Pourquoi ça nous effraie tant? Tout le monde sait que ce texte n'est pas parfait, mais personne ne veut oser le toucher. On dirait que, bon, on se complète complètement dans le mal-être. Pourquoi ça doit créer une aussi grande psychose? C'est une question que je vais poser d'abord à M. Zogo. Déjà, on se retrouve avec un chef d'État qui est en train de faire son deuxième mandat constitutionnel. Et tout le monde connaît sur quoi il a fait baser son mode de gouvernance. C'est quand même des réformes structurelles. Et toutes les fois où on parle de réformes, l'homme, il est assez sceptique. Il n'a pas envie de changer les anciennes habitudes, fût-elles bonnes ou mauvaises. Et donc, si on doit toucher à la loi fondamentale, la question qui revient de plus en plus, c'est est-ce qu'il ne faut pas toucher au nombre de mandats constitutionnels? Avec toutes les garanties. De quelle garantie parlez-vous, Angèle? Bon, vous allez me dire que ça reste des paroles de politique, mais oui, cela a quand même été dit. Celui qui ne fait pas confiance en l'autre
c'est que s'il avait la possibilité de toucher au test, il peut dribbler le peuple qui lui a fait confiance. Donc c'est parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes que nous ne faisons pas confiance aux autres. Et nous nous retrouvons malheureusement dans un environnement politicien et non dans un environnement politique. C'est ce qui fait que l'on ne peut pas se fier à ce que l'autre adversaire politique nous dit. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, à suivre les déclarations des uns et des autres, surtout à suivre le porte-parole du gouvernement, je me dis, il y aura bel et bien révision de la Constitution. Bon, vous ne pouvez pas être affirmatif. Non, je dis, il y aura bel et bien révision de la Constitution. À la seule différence qu'on se retrouvera dans une nouvelle République après 2026. Parce que quand vous le suivez très bien, il reconnaît que la question de la révision de la Constitution, c'est une question importante. Il reconnaît au même moment que pour l'heure, ce n'est pas la préoccupation du gouvernement. Et il insiste sur le fait que le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas dans la dynamique de toucher au nombre de mandats qu'un chef d'État doit faire et qui n'est pas dans la dynamique non plus de s'intéresser à tout ce qui a rapport à une nouvelle République. Pourquoi fait-il toutes ces précisions? Toutes ces précisions. Il aurait pu justement dire, pour vider le sujet. Non, pas pour vider le sujet. Pour vous dire, attention, nous allons bel et bien réviser la Constitution, seulement que le président Patrice Talon ne reviendra pas. Ne reviendra pas en tant que candidat. Il peut revenir à travers son dauphin, il peut revenir à travers d'autres personnes, mais en tant que Patrice Talon, il ne reviendra pas. Et donc, cette forme de communication politique, je pense que l'opposition l'a comprise. Et c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est attentionné et on se dit, on va voir jusqu'où ils iraient. Donc pour vous, le sujet n'est pas vidé? Le sujet n'est pas du tout vidé. C'est maintenant que le vrai débat a été relancé, puisque nous sommes en politique. Le porte-parole du gouvernement, s'il savait très bien que le chef de l'État, Patrice Talon, n'avait aucun intérêt à ce que l'on revienne sur la question de la Constitution, il n'a pas besoin de réagir. Il pourrait se taire. Il y a eu plusieurs sujets sur lesquels... C'est comme si on dit qu'il ne dit mot consent. Non, pas forcément. Il fallait déconstruire cela totalement, faire la pédagogie autour pour que ça soit clair dans les esprits. Vous avez le sentiment que, sur tous les sujets où le porte-parole du gouvernement a pu apporter des éléments d'appréciation, qu'on a été toujours d'accord avec eux, ce n'est pas parce que le porte-parole du gouvernement est sorti et a fait une communication que systématiquement l'on croit ce qu'il a dit. Donc, pour moi, c'est maintenant que le débat est lancé. D'accord. Vous analysez ça sur ce même prisme, vous Moi, je dirais d'abord que ma préoccupation, c'est de la part rapport au président de l'Assemblée nationale, parce que j'ai du mal à le suivre et à le comprendre. Encore moins à le comprendre, j'allais dire. Mais lorsque le président Louis Lavonneau, lors de son discours, du papier d'investiture, quand il a été réélu, il annonçait déjà qu'il y aurait révision de la Constitution. Oui. Il revient à l'issue des échanges avec les autres institutions, une rencontre entre les présidents des institutions et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, parce qu'on manque souvent de le dire, donc, d'un représentant du gouvernement. Et il dit que ce dont nous parlons ici, c'est d'une réforme totale de tout le système. Et là, lorsque vous parlez de réponse totale de tout le système, de quel système parle le président Louis Lavonneau? Donc le système politique, du système politique. S'il s'agit d'une révision de la Constitution, moi, ma préoccupation, pourquoi Louis Lavonneau prend le temps de venir chaque fois nous dire qu'il y aura révision, on pense qu'il y a révision. Qu'ils nous disent, si vous permettez-moi de... Oui, d'accord, allez-y. Qu'ils nous disent les éléments sur lesquels, ou les points qui lui tiennent autant à cœur. Parce que moi, je ne sais pas le bien fondé de cette déclaration. Puisque nous parlons de la Constitution qui est l'âme du peuple, je ne trouve pas l'intérêt pour lequel un président de son rang, d'une telle institution, vienne chaque fois devant de la scène, seulement dire, il y a révision, aucun intérêt. Donc je crois que j'ai suivi après le porte-parole de Louis Lavonneau, je pense qu'il aurait pu ne pas perdre son temps.
que le président lui va avoir nous, ce n'est pas une question de peur de révision de la Constitution. Mais je ne vois pas l'intérêt pour lequel je sors, je dis, bon, il y a révision, il y a révision, il y a une réforme de tous les systèmes. Je ne vois pas l'intérêt. Que le président lui va avoir nous, en attendant donc une proposition de loi, peut-être que lui-même, il pense déposer une proposition de loi au Parlement, ou peut-être que ce sera d'initiative gouvernementale, je ne sais pas. Mais prenons d'abord le cas de l'Assemblée nationale. Si le président Louis Vlavonu a cette conviction, et cette forte conviction, et que depuis le début de son mandat, il pense qu'il y a une révision de la Constitution, qu'il donne déjà, qu'il libère déjà qu'il se libère, qu'il donne à l'opinion publique les éléments, les points sur lesquels il pense, lui, fondamentalement, qu'il est urgent de réviser encore la Constitution. Parce que c'est là la question. Donc, je crois que si il n'est pas encore prêt. Donc, deux sorties sur le même sujet, ça cache quelque chose selon vous. S'il n'est pas prêt, si le président Louis Vlavonu n'est pas encore prêt à nous dire les éléments qu'il pense qu'on peut toucher dans la Constitution, s'il n'est pas prêt à nourrir les débats, parce qu'il parle quand même à des gens à un peuple, des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'ETS. Il ne pas faire à la légère ces genres de déclarations. Donc nous, en tant que Béninois, nous avons le droit d'interpeller nos dirigeants. Donc si Louis Vlavonu n'est pas encore prêt à dire à l'opinion publique les éléments qui fondent sa conviction, sa foi sur la nécessité d'aller à une révision de la Constitution, je crois qu'il arrête donc de faire ses sorties, de ces déclarations. Ça, c'est la première, c'est ma première observation, c'est ce que je pense fondamentalement. Et que dès qu'ils seront prêts au Parlement à nous sortir peut-être une proposition de loi portant révision de la Constitution, qu'on aura donc les éléments pour faire des débats. Sinon, vous voyez aujourd'hui, le débat que nous faisons, on dit, est-ce qu'il y a révision, il n'y a pas révision, juste parce qu'une personnalité politique décide donc de troubler la tranquillité de tout le monde par une déclaration qui n'a aucun fondement, qui ne repose sur rien du tout. Vous voyez ce que ça signifie. Alors que on aurait peut-être eu des éléments d'une proposition de loi pour dire, voilà les éléments, les aspects sur lesquels les députés d'un certain nombre de députés pensent qu'on peut toucher, que nous ferons des débats concrets, des débats précis, des débats pour enrichir l'opinion publique. Donc je pense que le professeur, le président Louis Vlavonu, il peut arrêter avec ces genre de déclarations et d'autres encore, que les gens ne viennent pas nous perdre le temps, les gens ne viennent pas juste montrer que c'est pas, on vient brandir, c'est comme si j'ai l'impression que c'est comme un bâton, puis on sent, dit, ah, vous voyez, nous le révisez, je ne vois pas l'intérêt. Et donc cela dit, j'ai placé le mot urgence. Nous sommes partis je suis d'accord que nous sommes partis pour une réforme au sommet de l'État, en tout cas en termes de volonté de gouvernance, de politique de gouvernance, par rapport à ce que nous avons vu sous Patrice Talon. Il y a beaucoup de réformes. Mais quelle est l'urgence aujourd'hui d'une révision constitutionnelle avant 2026? Parce que, puisqu'on ne rapporte pas, on n'amène pas de la matière pour le débat, alors comme il y a du vide et qu'on fait donc des déclarations donc pour nous embrouiller, on se pose la question aujourd'hui, ok d'accord, nous n'avons aucun élément, nous n'avons pas les éléments d'appréciation, les éléments sur lesquels vous vous fondez pour chaque fois annoncer dans l'opinion qu'il y a révision. Ok, mais quelle est l'urgence de faire une révision de la Constitution avant 2026? Est-ce que le Béninois, le Bénin aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous avons mis en œuvre comme réforme, quelle est l'urgence? Vous voyez? Et donc, j'ai souvent entendu dire, non, calmez-vous, et patientez-vous, attendez, vous allez... Ceux qui font la déclaration de révision de leur intention, qui ouvertement viennent dire qu'on veut faire révision, pourquoi ne peut pas se calmer et être prêt et nous sortir les éléments pour qu'on puisse en parler? Pourquoi j'entends souvent dire que calmez-vous, vous les journalistes, vous êtes trop pressés, au moment opportun, comme si le Bénin appartenait à un groupe de personnes qui vont vous jeter des trucs et après vous vous amusez autour, on vous a un ballon là, comme les enfants s'amusent autour, et après ils reviennent maintenant et disent, bon, vous savez, alors que nous sommes à 2 ans, quelques mois de la fin du mandat. Donc je crois qu'il faut arrêter donc d'amuser la galerie sur des sujets aussi sérieux que la révision de la Constitution, qu'on n'a rien à dire fondamentalement, concrètement, sur cette préoccupation-là, qu'on nous en épargne et qu'on laisse les Béninois se préoccuper d'autres actualités. Nous avons le budget, le nouveau budget, la nouvelle loi de finances qui est là. Nous avons des trucs dont nous allons nous préoccuper, le secteur de l'éducation, de la santé, le Bénin qui est en train de se construire.
et il y a beaucoup de chantiers qui sont là. Nous avons d'autres préoccupations et au-delà de ça, nous avons maintenant le positionnement. Armand disait tout à l'heure, on voit déjà de l'effervescence au niveau des états-majors, des gens qui déjà on commence d'abord par sentir cette fièvre-là de la présidentielle de 2026. On nous laisse donc rester dans cette ambiance-là et dans cette joie et que le de perturber votre tranquillité. Des déclarations qui n'ont aucun sens concrètement. Non, je pense que c'est ma foi, c'est ma conviction. Donc vous ne partagez pas forcément l'analyse non, je crois qu'il n'y a pas de matière. Oui, vous préférez du concret avant de du concret, il n'y a pas de de lancer matière. Si les personnalités ont envie de parler de ces choses-là, quand on dit ça à la maison, qu'ils réunissent leurs petits-enfants, vous faites ce débat à la maison. Parce que c'est des sujets sensibles, des sujets d'intérêt public, des sujets très importants. Donc ce n'est pas des sujets avec lesquels on s'amuse à la télévision. Donc je crois que s'il y a des personnalités qui ont encore envie de s'amuser sur ces questions, je crois qu'ils peuvent rassembler, réunir leurs petits-enfants à la maison et en parler à la maison. Mais dès lors que ça quitte le portail de leur maison, ça quitte ce cadre-là, il faut que les gens soient beaucoup plus conséquents, beaucoup plus sérieux sur des questions comme telles que la raison de la Constitution. Oui, Armand. Oui. Arnaud vous laisse finalement la parole. Oui. Il était très impartial. Il a raison. Hein. Ah oui, je le remercie même de m'avoir finalement laissé la parole. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, vous savez, lorsque ça commence, surtout les polémiques autour de il y aura révision. Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi? S'il y a révision, dites-nous, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Bon. Et je me réserve d'en parler, Angèle. Je me réserve d'en parler parce que je ne sais pas ce que je vais dire là-dessus, sur quoi on veut opiner. Révision de la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution représente l'âme du peuple béninois. Lorsqu'ils entendent, même une ou deux personnes entendent, ah, il y aura révision, c'est que ça commence. Tout le monde commence par s'inquiéter. Et là, je rejoins Hugues qui dit, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Ça dit, surtout aujourd'hui, le politique est considéré comme un menteur. Il dit quelque chose tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas le croire. Hein. Il te fera le contraire. Et sur ce point, on devient très méfiant. On devrait vraiment, la suspicion gagne le terrain. Vous voyez? Donc, ce qui fait que le Béninois, il est très sensible à cette loi-là. Et il estime que, bon, est-ce qu'il faut encore toucher? Oui, parce que quand cette loi peut-être qu'on l'a mis dans la tête que quand on parle de révision, c'est forcément le mandat, le nombre de mandats à faire. Il faut voir également, il faut tenir compte également de la période dans laquelle ces sujets-là surviennent. Et c'est justement cela qui fait réfléchir le Béninois et il commence par dire, mais à ramener ce sujet, est-ce que ce n'est pas parce que celui-là, il veut s'éterniser, il veut nous amener... Hugues l'a évoqué tout à l'heure, il a dit que on peut toutefois parler après d'une nouvelle république. On peut toutefois parler d'une nouvelle république, mais là, le Béninois, il ne veut pas entendre ça. Il veut pas entendre ça. Et si, éventuellement, on parlait d'une nouvelle république, l'actuel président nous dira quoi? Est-ce qu'il nous dira que c'est maintenant que ça veut commencer chez lui, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire? Bon, c'est que ça devient très méfiant et on se pose mille et une questions. Je pense sur la question liée à la révision de la Constitution, lorsqu'il s'agira, le moment viendra, et on va nous faire sortir un élément, ou soit les acteurs, les auteurs de cette proposition-là, ils monteront au créneau qu'ils nous apportent les éléments nécessaires, ce qu'il faut toucher, ou bien ce qui est envisagé à être touché dans le texte, dans notre Constitution, que le débat soit unanime et que tous les acteurs apportent leur touche. Je pense que avant qu'on arrive à la proposition de la première monture par rapport à la révision de la Constitution, je crois en 2017, il y a eu les experts, les constitutionnalistes qui ont été conviés autour dans un comité pour pouvoir réfléchir et faire des propositions. Là, si on pouvait procéder ainsi, et on aurait déjà une idée sur ce qui serait
envisagé à être touché dans cette constitution, je pense que ça calmerait les adhérents, ça calmerait les uns et les autres, et on ne parlera plus, on n'agitera plus ce sujet de troisième mandat. Franchement, quand moi j'entends ça, ça me choque. Je me dis, mais d'où les gens sortent les choses? Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien devant nous qui puisse nous permettre de dire, oui, véritablement, il y aura on prépare un troisième mandat, ou soit on prépare même la révision là. Il n'y a rien devant nous, ce sont juste des choses qu'on agite dans l'opinion publique. Et je pense que c'est comme un os qu'on lance, et puis les chiens, ils courent, et puis ils entretiennent l'os. On balance quelque chose, et puis ça dit ça tout l'est. Et je pense que si, je reviens sur le propos de Hugues, si le gouvernement a estimé qu'il faille monter au créneau et se prononcer là-dessus, selon ma petite analyse et ma compréhension, c'est peut-être pour rassurer les gens qu'il peut toutefois avoir la révision, mais le chef de l'État ne fera pas troisième mandat. C'est ce que moi je comprends de la démarche du porte-parole du gouvernement, puisqu'il a mis l'accent sur la chose. Et il a également, ce qui conforte peut-être Hugues a dit, oui, il y aura révision. Il a également, il était revenu sur les propos du président de l'Assemblée lors de son investiture, qu'il avait déjà annoncé. Donc si éventuellement il y aurait une révision de la Constitution, ça incomberait, ce serait une tâche pour les députés, le Parlement. Donc, le gouvernement est en train de se détacher du sujet, en fait. Et s'il y aura la révision, ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a pas un tel projet, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est ce que moi, je comprends de la démarche de Wilfried. Oui. Angèle, je voulais apporter quelques éléments qui vont sans doute nous permettre de rebondir dans les analyses. Vous avez vu le chef de l'État qui est allé vers Maître Adrien Humbouilly. Vous avez vu plus tard le président de l'Assemblée nationale qui a fait le même exercice. Il y a quelques mois en arrière, le professeur Joseph Diogbenou qui se rend chez le chef de l'État pour déposer sa démission. Juste après, il se retrouve chez Maître Adrien Humbouilly. Après sa visite à Maître Adrien Humbouilly, c'est le président de l'Assemblée nationale qui se retrouve chez Maître Adrien Humbouilly. Et quelques jours après, vous voyez le professeur Joseph Diogbenou se retrouver à la tête du parti Union progressiste. Et quelques moments, c'est l'Union progressiste qui se retrouve avec le parti du renouveau démocratique. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des indices assez précis. Et c'est à nous d'être assez éveillés, assez attentifs pour comprendre que le message de dire nous sommes en train de partir vers la révision de la Constitution ne sera plus forcément oui, on vient, on communique pour dire il y aura révision de la Constitution. On vous donne les indices. Puisqu'on a une opposition, malheureusement, qui ne joue véritablement pas sa partition. Excusez-moi du peu de le dire ainsi. Et donc, on vous jette des ballons comme conforter Arnaud dans ses analyses là. Exactement. Et puis, vous commencez par mûrir la réflexion. Au moment où vous êtes en train de mûrir la réflexion, on est en train de préparer peut-être encore d'autres schémas. Et quand on se rend compte que vous avez très vite perçu les premiers essais, on revient sur sa démarche. Sinon, comment comprendre la sortie du porte-parole du président de l'Assemblée nationale? Pour moi, c'est inadmissible. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas tenu ses propos dans un cadre ordinaire. C'est à l'issue d'une rencontre entre les présidents d'institutions et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, le président de l'Assemblée nationale sait très bien que tout ce qu'il dirait en ce moment précis pourrait être analysé par que ce soit les acteurs politiques ou par les journalistes présents. Et vous aviez vu, quand la rencontre a eu lieu aussi, il n'y a pas eu suffisamment de communication autour. C'est quand cet extrait-là est sorti que les gens se sont dit, mais donc nous étions en train peut-être de dormir et des choses se passaient à côté de nous.
Donc c'est pour vous dire, ce projet de révision de la Constitution... c'est pas un projet, hein. On n'a pas vu un test, Ah, on n'a non, pas vu un document qui parle... C'est vrai que nous n'avons pas encore vu un document. On n'a pas encore vu un document, c'est vrai. Je partage entièrement vos mots, pour être précis. Mais je trouve que nous allons véritablement vers une révision de la Constitution. On va finir sur ça. Si ces éléments vous disent quelque chose concrètement, Arnaud. Vous connaissez ma position. Bon, d'accord. Vous connaissez également ma position. Et puis on en a fini. Je vais vous laisser quelques minutes pour conclure. Vous étiez au Vodun Days, ce sera comme ça, on va sortir. À Ouida, vous étiez à Ouida? Je suis suivi depuis Cotonou. Et ça vous a dit quoi? Non, un pari gagné pour cette première édition? En tout cas, ça a eu son effet. Ça a eu son effet. On a senti quand même que ça a apporté un plus au tourisme. Ça a apporté un peu plus ça a réuni beaucoup plus de monde. Donc, de mon point de vue, les objectifs de départ seraient atteints à plus de 50%. Si tant est qu'on a voulu promouvoir la destination Bénin. Parce que c'est ça, on n'a pas voulu, peut-être qu'on n'a pas bien clarifié au début le culturel, d'accord, mais on a beaucoup plus mis en avant le culturel, on a voulu organiser quelque chose autour du culturel pour promouvoir la destination Bénin. Vous avez vu, il y a eu beaucoup plus de monde à Ouida, il faut le reconnaître, par rapport aux précédentes éditions de célébration du 10 janvier. Donc, de ce point de vue, la promotion de la destination Bénin, je crois que ça a été une réussite et qu'on pourrait améliorer certains aspects de l'organisation. Oui, Armand, très rapidement, on en a fini. Oui. Un pari gagné aussi pour vous, côté culturel, pour Arnaud. Oui, côté culturel ou culturel, je pense que, bon, pour cette première édition, le gouvernement a essayé de mettre le maximum afin de vendre la destination Bénin. On attend bien de voir les retombées parce que c'est beaucoup plus les retombées qui m'intéressent moi, parce que les 2 jours, on a vu, les gens, ils ont festoyé. Les gens ont pu faire un peu d'argent parce qu'il y a eu les touristes, tout et tout, ils ont découvert le Cotonou, Ouida et autres. Maintenant, on attend bien de voir la suite, que l'effervescence qu'il y a eu pour cette édition, que ça se pérennise. Voilà. Oui, je suis la même question. Je me suis retrouvé plus dans un environnement d'unité. D'unité nationale. D'accord. Et je trouve que ça a été une très belle démarche de la part du gouvernement d'avoir mis autant de moyens pour accompagner les dignitaires du culte vaudou. Maintenant, il faut qu'on puisse rester dans la pérennité et que ce ne soit forcément plus le gouvernement qui puisse injecter de l'argent, mais qu'en interne, la formule soit trouvée pour que si demain on ne se retrouve plus avec un chef d'État comme le président Patrice Talon, qui n'a peut-être pas, et que ce soit quelqu'un d'autre qui n'a pas la même vision, la même conception de Vodun Days, qu'on ne puisse pas se retrouver à pleurer. Et je voudrais revenir sur un truc qui me paraît très rapidement. Parce que là, on va en l'antenne, on est en train de très rapidement, de choper quelques minutes dans le prochain programme. Je ne suis pas d'accord avec le conseil communal, par contre, de Ouida, qui a boycotté cette activité très importante. Non, mais le maire y était. Sa deuxième adjointe au maire y était. Quand vous allez vers le ministre de la Culture, il vous le dira, puisqu'il est le meilleur représentant. Oui, mais si le maire et puis un de ses adjoints y est, bon, vous voulez tout le conseil communal. Vous vous retrouvez sur un territoire, où le président de la République se déplace pratiquement tous les soirs pour travailler à ce qu'on vienne découvrir votre territoire. Et c'est vous qui vous retrouvez quasiment absent. Ce n'est pas bien. Ça ne sonne pas bon, d'accord. Peut-être que c'est une fausse note. Merci à vous, Hugues-Hector Zorgo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Indépendant. Armand Danou de Bénin Intelligent et Arnaud Doumaro de La Nation. Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Juste derrière, ce sera le bulletin d'information. L'équipe va se retrouver pour le grand débrief. On se dit donc à tout à l'heure.